Le 3 décembre 2025, Ethereum a réalisé sa dernière mise à jour dénommée Fusaka. Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, je vais essayer de vous expliquer en quoi cette mise à jour consiste et qu'est-ce que cela change pour Ethereum. Bonjour à tous, je suis Gaëtan, formateur chez Alira, l'école blockchain et IA, et aujourd'hui on va s'atteler à expliquer la mise à jour Fusaka. Alors pour rentrer dans le détail de cette mise à jour, on va utiliser un superbe site qui s'appelle Forecast, suivez-moi. Allez, on se retrouve sur forecast.org, un site web qui a 1 an environ et qui permet de voir en détail les mises à jour d'Ethereum. Alors ça ne remonte pas aux anciennes mises à jour, ça a été lancé il y a 1 an. Donc la première mise à jour qui est visible, c'est celle de Pectra, qui a eu lieu le 7 mai 2025. Et celle qui a eu donc lieu il y a quelques jours, le 3 décembre 2025, est accessible ici, c'est donc Fusaka. Quand vous cliquez sur une mise à jour, donc là apparemment je peux me balader entre Pectra et Fusaka, vous avez ici la liste de tous les EIP, donc EIP c'est Ethereum Improvement Proposal, qui ont lieu dans cette mise à jour, dans ce fameux hard fork. Et Fusaka ici en comptait 13 EIP, c'est tout simplement la mise à jour la plus volumineuse de l'histoire d'Ethereum en termes de nombre d'EIP, pas forcément en termes de lignes de code qui ont changé, mais 13 EIP c'est la première fois qu'on a autant d'EIP. Le record précédent il me semble que c'était Pectra avec 12, donc on n'est pas très loin, mais quand même, on a de plus en plus d'EIP à chaque fois. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que Fusaka a eu lieu 6 mois après Pectra, et c'est la première fois dans l'histoire d'Ethereum qu'on a des mises à jour aussi proches. Habituellement, on a 1 an à 1 an et demi entre 2 mises à jour. Et bien cette fois-ci, Fusaka est arrivé 6 mois après Pectra. C'est une volonté de la part d'Ethereum d'accélérer un petit peu son changement de mise à jour, sa fréquence de mise à jour, pour être capable d'aller plus vite en fait face à toute la concurrence qui peut arriver à côté et à tous les changements technologiques qui l'attendent dans les mois et les années à venir. Donc que s'est-il passé dans cette mise à jour Fusaka? En fait, il y a 3 grandes familles de mises à jour qui ont eu lieu pour 3 objectifs différents. On a l'objectif numéro 1 qui est de scaler les layers 2, de mettre à l'échelle les layers 2, d'augmenter la capacité des layers 2. Donc on va voir tous les EIP qui sont liés à ça. On a ensuite un deuxième objectif qui est de scaler le layer 1, mettre à l'échelle le layer 1, donc Ethereum lui-même, pour être capable de faire plus d'opérations par seconde sur le layer 1. Et enfin un troisième objectif qui est d'améliorer ce qu'on appelle l'UX, la User Experience, l'expérience utilisateur sur Ethereum. On va commencer par le premier, qui est la scalabilité des layers 2. C'est ce pourquoi Fusaka est le plus connu, le plus médiatisé, entre guillemets, avec notamment la plus grosse mise à jour, qui s'appelle l'EIP 7594, aussi appelée PIRDAS. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une petite étoile ici? Parce que cette mise à jour est ce qu'on appelle le headliner de Fusaka. C'est la mise à jour principale, en fait, c'est celle-là qui est le plus travaillée en amont, la plus impactante, la plus importante. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la headliner, et la plupart des mises à jour Ethereum désormais ont ce qu'on appelle des headliners. Donc PIRDAS, qu'est-ce que c'est? Si je devais l'expliquer très simplement, c'est globalement, depuis à peu près 1 an sur Ethereum, on a des zones de data qui sont réservées au layer 2. Les layers 2, ils ont besoin de publier sur le layer 1, donc sur Ethereum, leurs data, donc leurs transactions de manière compressée à chaque bloc. Régulièrement, ils doivent publier sur Ethereum leurs data compressées. Or, sur Ethereum, on avait un nombre de data qui leur était destiné qui était limité. Ça s'appelle les blobs. Et aujourd'hui, on avait une target de 6 blobs par bloc. Donc, à chaque fois qu'il y avait un bloc sur Ethereum, on avait 6 petites zones de data de 128 kilooctets chacune qui étaient réservées pour que les layers 2 puissent poster leurs data. C'était très bien. Donc, depuis 1 an, on avait drastiquement augmenté la scalabilité des layers 2 grâce à ça. Mais sur le long terme, 6, c'est pas suffisant. Il faut qu'on augmente drastiquement ce nombre de blobs, qu'il y en ait de plus en plus à chaque bloc. Le problème, c'est que jusqu'à ce jour, tous les nœuds du réseau téléchargeaient l'intégralité des 6 blobs, donc ça faisait beaucoup de data, beaucoup de bandes passantes qui étaient nécessaires. Donc on ne pouvait pas augmenter ce nombre indéfiniment, puisqu'on allait saturer les nœuds et faire en sorte que les particuliers ne puissent plus faire tourner un nœud, par exemple sur Ethereum. Donc qu'est-ce que c'est PIRDAS? Si je le résume, c'est très simple. C'est le fait de dire on va implémenter le sharding, l'échantillonnage, mais uniquement pour ces blobs-là. Plutôt que de demander à tous les nœuds du réseau de télécharger les 6 blobs, on va demander aux nœuds de télécharger seulement un échantillon de chaque blob, une petite partie. Et parce qu'on demande de télécharger une petite partie seulement, on peut drastiquement augmenter le nombre de blobs que le réseau peut accepter. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce qui est important de dire, c'est parce qu'on échantillonne, parce que chaque nœud télécharge une partie différente des blobs, on peut garder de la sécurité tout en augmentant drastiquement le nombre de blobs possibles. C'est des techniques qu'on appelle des techniques d'erasure coding qui permettent ça. C'est ce qu'utilisent par exemple vos CD ou les QR codes de manière générale. Donc j'ai pas le temps dans ces 5 minutes de vous expliquer en détail le fonctionnement, mais sachez simplement que c'est le concept du sharding. On va échantillonner les blobs. Les nœuds ne vont plus télécharger l'intégralité des blobs, mais seulement un échantillon de ceux-ci.
ce qui va permettre de drastiquement augmenter le nombre de blobs sur le réseau. Donc, plus de blobs, c'est plus de data pour les Layer 2, ce qui permet aux Layer 2 soit de payer moins cher, soit de payer le même prix, mais d'être beaucoup plus nombreux, d'être capable d'accepter beaucoup plus de transactions par seconde. Donc ça, c'est la mise à jour la plus importante de Fusaka, c'est le PIRDAS. Les deux autres mises à jour qui sont importantes pour la scalabilité des Layer 2, c'est d'abord une augmentation progressive du nombre de blobs. Je vous l'ai dit, PIRDAS va permettre d'augmenter le nombre de blobs, mais ça ne va pas se faire d'un coup. On ne va pas passer d'un coup de 6 blobs à 48 blobs par exemple, on va le faire progressivement pour être capable de tester la résilience du réseau. Et donc justement, une des autres mises à jour possibles, qui est ici, Blob Parameter Only Hard Forks, permet justement de faire des mini hard forks environ tous les 1 à 2 mois là, dans les semaines qui arrivent, pour augmenter ce petit nombre. On va passer de 6 à 10, puis de 10 à 15, puis de 15 potentiellement à 24, pour progressivement monter dans un premier objectif qui est 48 blobs, afin de voir la résilience du réseau et d'être sûr qu'on ne perd pas trop de nœuds au passage, voire qu'on ne perd pas du tout de nœuds au passage, parce qu'on teste quand même petit à petit l'évolution de la bande passante sur le réseau. Deuxième mise à jour importante, c'est un changement économique cette fois-ci, c'est le prix des blobs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Layer 2, ils payent pour l'utilisation des blobs, mais on avait, pour le simplifier, un problème de définition du prix de ces blobs-là. Et donc désormais, le prix des blobs, donc combien les Layer 2 vont payer pour utiliser les blobs, va également dépendre du reste du gaz sur Ethereum, du reste du prix de la couche d'exécution des gaz fees sur Ethereum. On va aligner davantage le prix des blobs avec les coûts d'exécution associés. Encore une fois, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une amélioration économique pour Ethereum de lier davantage le coût des blobs avec le coût des exécutions traditionnelles du layer 1 d'Ethereum. Allez, la deuxième partie de cette mise à jour Fusaka, je vous l'ai dit, le deuxième objectif, c'est la scalabilité du layer 1, la mise à l'échelle du layer 1. Il y a un an environ, le nombre maximum d'opérations par seconde qu'il était possible de réaliser sur Ethereum était limité à 30 millions de gaz par bloc. Alors le gaz, c'est une notion un peu abstraite que je ne vais pas décrire ici, mais ça sert à représenter le nombre d'opérations que l'on peut réaliser pour simplifier, d'accord ? Donc on avait 30 millions de gaz par bloc, et après Fusaka, on va passer à 60 millions de gaz par bloc. Donc ça s'est fait de manière itérative, en fait, on a eu des augmentations petit à petit dans l'année, mais Fusaka vient acter un objectif de 60 millions de gaz limite par bloc. Donc ça permet de faire 2 fois plus d'opérations globalement qu'il y a un an sur Ethereum. Comment on fait ça? En fait, c'est grâce à plein de petites mises à jour qui viennent améliorer le pire cas possible sur Ethereum. 30 millions, c'est le nombre d'opérations possibles maximum sur Ethereum, et c'est défini par des contraintes qui fait que si un bloc est rempli du maximum des pires opérations possibles, il faut quand même que le réseau puisse tenir, que les nœuds puissent télécharger le bloc, puissent réaliser les transactions, les opérations, donc le recevoir et le propager aux nœuds voisins. Donc tout ça, il faut que ce soit certain, qu'on n'ait pas de soucis associés à cela. Et le pire scénario doit toujours être accepté par le réseau. Ici, on va venir améliorer le pire scénario possible. On va en fait represser certains éléments au sein d'Ethereum pour être capable de dire même si le bloc est rempli uniquement de ces pires opérations, à 60 millions de gaz, le réseau y tient. Je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple repressé un opcode. Il faut que je le retrouve ici. Hop, il est là. Mode XP Gas Cost Increase. Donc, Mode XP, c'est un des opcodes possibles sur Ethereum, c'est une opération qui est possible, qui était mal pricée. Elle coûtait 200 gaz, et bien désormais elle va coûter 500 gaz. Ce qui veut dire que si un bloc est intégralement rempli de mode XP, pour simplifier, on aura beaucoup moins de mode XP que par le passé. Et donc ça permet de diminuer le pire scénario possible et d'avoir un bloc qui fonctionne quand même. Donc on a comme ça plein de petits ajustements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Il y a celui-ci, il y a le set upper bound for mode XP, il y a le fait qu'on ait mis une limite à chaque transaction. Avant, une transaction pouvait prendre l'intégralité d'un bloc. Désormais, une transaction, c'est au maximum 16 millions de gaz, donc ce sera environ un quart du bloc donc de 60 millions. Plein de petites mises à jour comme ça, le count leading 0, etc., qui permettent d'améliorer le pire cas possible d'un bloc sur Ethereum, et surtout un objectif caché qui permet de préparer Ethereum au futur, c'est-à-dire à la Z-qualification d'Ethereum. Dans quelques mois, années, c'est plutôt 1 à 2 ans l'objectif, on va avoir Ethereum qui va se transformer en ZK Layer 1. Qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de demander à tous les nœuds du réseau de reproduire les opérations, de les refaire elles-mêmes, donc de télécharger le bloc, refaire l'intégralité des transactions pour vérifier qu'elles sont correctes et ensuite de propager le bloc, on va envoyer une preuve, une ZK proof, qui prouve que ce qu'a fait le créateur du bloc est correct et qui fait que vous n'avez pas besoin de reproduire l'intégralité du bloc, des opérations. Vous recevez le bloc, vous recevez la preuve et vous dites très bien, le bloc il est correct, je n'ai pas besoin de tout refaire par moi-même. J'ai simplement besoin de vérifier la preuve. Et pour ça, il faut faire plein de petites mises à jour techniques d'Ethereum qui le préparent à devenir ZK, pour simplifier, à devenir Zero Knowledge compatible. Et donc toutes ces petites mises à jour qui ont lieu dans Fusaka permettent ça,
à la fois d'augmenter le gaz limite d'Ethereum, mais également de préparer le terrain pour la Z-qualification d'Ethereum dans le futur, à horizon environ 2-3 ans pour être à peu près concret. On continue et on termine avec la dernière partie, le dernier objectif de cette mise à jour, qui est d'améliorer la user experience, donc l'expérience utilisateur sur Ethereum, avec un EIP en particulier qui est très intéressant, qui est celui-ci, qui a l'air très technique comme ça, qui s'appelle le precompile pour le SecP 256 R1 Cuff Support. Quand vous lisez ça, normalement vous n'avez rien compris, sauf si vous connaissez bien les courbes elliptiques d'Ethereum, mais je vais vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, sur Ethereum, on a des systèmes, comme toutes les blockchains d'ailleurs, de clés privées et de clés publiques qui permettent de passer d'une clé privée, donc d'un fameux secret, à quelque chose de public qui vous permet notamment de recevoir des fonds. Le passage de la clé privée à la clé publique se fait grâce à une fonction cryptographique qu'on appelle la courbe elliptique. Sur Ethereum, c'est celle-ci, c'est la courbe qui s'appelle la SecP 256K1, qui est une fonction mathématique un peu particulière qui fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que si on vous donne l'abscisse, vous trouvez l'ordonnée. Si vous trouvez l'ordonnée, vous ne pouvez pas remonter à l'abscisse. Cette courbe elliptique, elle est assez spécifique aux blockchains. Elle n'était pas trop répandue dans les outils hardware et dans la technologie dans le monde. C'était assez spécifique aux blockchains, pas uniquement aux blockchains, mais c'était surtout très présent dans les blockchains. Ça rendait du coup ce passage de la clé privée à la clé publique assez peu accessible pour d'autres environnements. On a créé des équipements dédiés. Les fameux hardware wallets, par exemple, que vous connaissez avec Ledger, fonctionnent comme ça, avec des courbes elliptiques pour passer de la clé privée à la clé publique. Le problème, c'est que tous les devices, donc tous les équipements informatiques ou presque qui existent sur cette planète, utilisaient une autre courbe elliptique pour être capable de passer d'un secret, d'une clé privée, à quelque chose de public. Par exemple, dans votre smartphone, vous avez enregistré votre biométrie. Vous avez par exemple un secret qui est dépendant de votre empreinte digitale ou de votre Face ID, de votre visage par exemple. Et quand vous voulez signer une opération sur votre téléphone qui est un peu dangereuse, par exemple vous connectez à une application bancaire, vous utilisez votre empreinte digitale pour le faire. Eh bien, toutes ces fonctions cryptographiques utilisaient une autre courbe elliptique qui était le SecP 256 R1, qui n'est pas exactement la même que la K1 qui était utilisée par les blockchains. Donc désormais, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, Ethereum, on va avoir ce qu'on appelle un precompile, mais peu importe, on va avoir une autorisation, on va pouvoir utiliser en fait nativement la courbe elliptique SecP 256 R1 pour être capable de faire des signatures digitales sur la blockchain. Ça veut dire que vous allez pouvoir signer, prouver que vous êtes le détenteur de la clé privée grâce à de la biométrie. Vous allez enfin pouvoir utiliser votre smartphone ou votre PC en tant que hardware wallet, ou presque. Vous pourrez utiliser l'enclave sécurisée, la Secure Enclave qui est sur votre téléphone Android ou votre téléphone Apple par exemple, pour détenir une clé privée et signer avec votre biométrie pour réaliser une transaction. Donc ce sera un peu plus compliqué que ça demande d'utiliser Smart Contract Wallet en détail, mais c'est assez important en termes d'UX parce qu'on va essayer de simplifier cette fameuse expérience complexe avec la gestion des seeds, le fait d'utiliser des hardware wallets, mais d'utiliser désormais directement vos téléphones portables, vos mobiles ou vos ordinateurs comme enclave sécurisée et la biométrie pour la signature. Donc ça, c'est une vraie amélioration claire et nette de l'expérience utilisateur dans le futur sur les blockchains et notamment sur Ethereum. Voilà pour l'explication de cette mise à jour Fusaka qui était évidemment vulgarisée. En 5 minutes, on est obligé de faire des raccourcis. Tout n'est pas 100% précis techniquement, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur Ethereum ensuite, eh bien c'est très simple. La prochaine mise à jour, elle s'appelle Glamsterdam. Elle est prévue environ pour le milieu d'année 2026. Et si vous cliquez dessus, eh bien vous trouverez actuellement tout ce qui est prévu pour cette mise à jour. Il y a 2 EIP qui sont d'ores et déjà actés, qui s'appellent le EPBS et le Block Level Access List, aussi appelé BAL, et tout le reste qui est pour l'instant à l'état de discussion dans la gouvernance d'Ethereum. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder tout ça. Je vous ferai évidemment une vidéo lorsque Glamsterdam sera sorti pour vous faire la même chose, le même exercice de vulgarisation pour la mise à jour Glamsterdam. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des blockchains de manière générale, n'hésitez pas à me rejoindre sur la formation Consulting Blockchain chez Alira, dans laquelle on explique justement l'architecture et le fonctionnement des blockchains et des cryptos de manière générale, mais où on étudie également tous les cas d'usage associés à la crypto et à la blockchain. Merci à tous et à la prochaine!